Sans plus tarder, accueillons notre directeur, Nicolas Lapierre. Bien, bonjour tout le monde. J'aurais surtout le goût de tout vous applaudir parce que quand on prend la direction d'un grand syndicat comme le nôtre, on a besoin d'une équipe de militants et de militantes à la base. On a besoin d'officiers, on a besoin de permanents, on a besoin d'adjointes administratives. On a besoin d'une grande équipe. Parce que des fois, on se sent seul à la direction du métallo, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a une structure syndicale fort importante. Puis je l'apprécie. Donc, les applaudissements vous reviennent grandement. Vous savez, la job d'un directeur, pour moi, c'est une job comme un autre. Différente, certes, ça c'est sûr, mais c'est une job comme un autre, avec des responsabilités différentes. Mais il faut quand même travailler avec des humains, il faut quand même trouver des consensus, il faut quand même évaluer des rapports de force. La job est la même, je vous dirais, bien que différente, comme je vous disais, mais c'est pas différent. Fait que c'est un grand plaisir d'être avec vous. Vous savez, l'Assemblée annuelle, c'est une bébête qu'on travaille 4 mois par année. Donc, on a commencé à y travailler en juin, mais je vous dirais que ça s'est accéléré le mois d'août, septembre, octobre, novembre. On y travaille à tous les semaines. Ça fait qu'on est très fébrile de pouvoir vous présenter ça. Puis, autant ça peut être un moment important pour vous, ça l'est également pour nous parce qu'on vient chercher nos mandats, puis on vient chercher notre énergie. Puis ça, c'est fort intéressant pour nous, sachez-le. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Moi, je vous remercie beaucoup parce que je suis très reconnaissant des gens qui sont alentour de moi. Je suis très conscient qu'on ne va pas faire ce travail-là tout seul. Mais je vous remercie de m'avoir élu comme directeur. Puis je vous remercie aussi d'avoir fait confiance à l'équipe de Roxanne Brown dont je faisais partie. Je le sais que c'est un processus électoral qui est fastidieux, qui est lourd, un peu, on va se le dire, mais en même temps qui est extrêmement démocratique. Élire au suffrage universel avec un syndicat de 800 000 membres, envoyer des lettres à 800 000 membres à la grandeur de l'Amérique du Nord, c'est tout un exercice. Fait à vous, les officiers, les exécutifs syndicaux, les membres, vos membres, les permanents, les cordeaux, les adjointes administratives, je sais que vous avez toutes mis l'épaule à la roue. Je sais qu'on était tough un peu, on était exigeants, mais je l'apprécie du fond du cœur. Fait que tout le mérite vous revient. Je dis souvent que c'est un privilège de vous représenter, mais j'accueille vraiment ça avec beaucoup d'humilité, sachez-le. Mes premières armes syndicales ont été à la compagnie minière Ménoabo-Chasse-Île, section locale 6254, où je paye encore mes cotisations. Je ne sais pas si je vois, il y avait 2 membres du 6254 à quelque part dans la salle, ils sont là. Je vous remercie. Vous avez contribué à ce que je suis aujourd'hui. C'était tough faire du syndicat Wabush. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était tough. Quand on allait dans les salles à manger puis qu'on devait affronter notre monde, il fallait se former de l'argumentaire. C'était tough, mais je pense que ça a contribué à me faire grandir. Je vois Robert aussi, qui était mon président à la section locale. Donc, je vous remercie beaucoup. J'aimerais évidemment saluer des gens qui ont été élus en même temps que moi. Marty Warren, le directeur canadien. Donc, merci, Marty. Le directeur du district 6, Kevin Stewart. Donc, merci, Kevin, d'être là. Donc, le district 6, c'est l'Ontario puis les Maritimes. Le directeur du district 4, David Vezura. Donc, David, merci d'être là. Le district 4, c'est tous les États à la frontière du Québec, donc l'État de New York, New Hampshire, Vermont, tous ces États-là, donc le nord-est des États-Unis. Merci, David, d'être là. Je sais qu'aux États-Unis, des moments troubles aussi que vous vivez, je sais que c'est difficile, mais on apprécie beaucoup ta présence. David, c'est mon voisin au board international quand je vais à Pittsburgh, c'est mon voisin de gauche. Puis à partir du moment que je suis arrivé, il m'a dit si tu as besoin d'aide, là, il a toujours été là. Fait que merci beaucoup. Puis Kevin aussi est mon voisin aussi. Le secrétaire trésorier international, Miles Sullivan. Merci beaucoup, Miles, d'être là. Puis je voudrais
tout spécialement saluer. Moi, c'est une grande fierté quand cette personne-là a dit qu'elle voulait se présenter à la direction du syndicat de métallos. Puis évidemment, on a eu une réunion, puis elle a demandé à chacun des directeurs est-ce qu'on pensait que les membres allaient la supporter. Puis d'emblée, c'est un grand bonheur de dire que je suis convaincu que tous les membres du District 5 allaient l'appuyer dans le cadre des élections. Une femme d'une grande vivacité, d'une intelligence et d'un sens politique extraordinaire, notre présidente internationale élue, Roxanne Brown. Merci, Roxanne. Merci. Alors, on a plusieurs invités aussi, puis vous me permettrez de les remercier avant de vous parler un peu de ce qui nous préoccupe beaucoup. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de sujets qui nous préoccupent, on va se le dire. J'aimerais aussi souligner la présence de l'adjoint directeur du District 6, Charlie Chibetta. Merci beaucoup, Charlie. J'aimerais souligner l'adjointe au directeur canadien, Meg Gingrich. Merci, Meg. J'aimerais remercier aussi d'être là toute l'équipe du recrutement de Pittsburgh, donc la directrice du recrutement, Maria Soma, Mariana Parias et Chris Salm. Merci d'être là. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de permanents techniques de Toronto aussi qui sont là. David Cantatore, Reg Albino, François Soucy, Guillaume Charbonneau. Merci d'être là. On est vraiment content de vous avoir. Oui, merci. Une autre personne que je suis bien fier qui est là, il est actuellement le directeur adjoint, le directeur exécutif d'Unifor. Je ne sais pas ce qu'il y a, il est là. Mais ça va être notre prochain secrétaire général à la FTQ. Je vous demanderai aussi d'accueillir. Merci, Olivier Carrière. On a beaucoup de gens du Fonds de solidarité aussi qui sont ici. Je ne vous nomme pas toutes, mais merci d'être là. On travaille toujours de façon très, très, très étroite avec vous. On apprécie votre support. Les permanents de la FTQ, j'ai vu, je pense avoir... En tout cas, Yves Méboulé, il devait être là. Je ne sais pas s'il est là. Il est là, Yves Méboulé et Marc Maltais, deux métallos qui sont à la permanence de la FTQ. Merci beaucoup, les gars. Merci d'être là. J'aimerais souligner aussi la présence du président de l'Association québécoise de défense des droits des retraités, donc M. Pierre Lynch. Merci, M. Lynch, d'être là, de nous honorer de votre présence. Aux anciens directeurs, je vous salue. À tous nos retraités, il y a plusieurs permanents retraités qui sont ici. Et à l'exécutif d'Orme, Pierre Arsenault et toute son équipe, merci d'être là. Merci de nous honorer de votre présence. On apprécie. La conseillère principale au président national, Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, Anouk Collet. Merci, Anouk, d'être là. La secrétaire trésorière du SEPB 573 et vice-présidente des femmes à la FTQ. Elle siège avec moi à la FTQ. C'est un grand bonheur de travailler avec. Marie-Ève Boyer. Je ne sais pas, Marie-Ève, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Ah, tu es là. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. Je sais qu'il y a plusieurs directeurs et directrices des associations sectorielles paritaires, ce qu'on appelle les ASP. On siège beaucoup, des comités paritaires pour la formation en santé et sécurité. Merci d'être là. Il y a un kiosque dehors, mais merci beaucoup. Je vous salue. Je sais que vous êtes quelques-uns à être là. Je vous remercie. À nos collègues de Filion-Leblanc, avocats, qui sont là aussi. Il y en a qui vont être là aujourd'hui, il y en a qui vont être là demain. C'est souvent un terme galvaudé, un peu, être avocat, un peu comme faire du syndicat. Tu sais, quand tu dis que tu fais du syndicat, là, ouais, ça ne doit pas être facile. Puis c'est souvent ça qu'on associe au terme avocat. Moi, je peux vous dire que Filion-Leblanc, c'est plus que des avocats, c'est des collègues de travail, c'est des militants, puis c'est des gens qui partagent nos frustrations, nos craintes, puis c'est des gens qui sont là, qui nous appuient pour toutes nos luttes. Fait que merci beaucoup, Filion-Leblanc, d'être là, infiniment. Et je finis sur les invitations. Ma dernière remerciement va à Nohan. Je ne sais pas ce qui est, Nohan, mais je te remercie d'être là. Merci de participer à ta première assemblée annuelle. Il va se reconnaître dans la salle. Évidemment, Michel en a parlé un petit peu du départ de Dominique Lemieux. C'est une année de grands changements, hein? Ça, on ne se le cache pas. Je pense que personne n'avait vu ça venir. Moi, le premier. Quoique dans les derniers moments, il m'en parlait un petit peu de façon secrète. Mais tu sais, Dominique a laissé un grand vide dans notre organisation syndicale, ça c'est évident. Avec lui, on a connu de grandes victoires. On a changé des choses. Puis c'est ça qui est important. La loi sur les clauses orphelins, Dominique était
un instigateur de ce changement-là. Donc, les jeunes du Québec, actuellement, profitent du militantisme et des actions que Dominique Lemieux a faites. C'est un instigateur. La loi anti-SCAB, la protection des retraites en cas de faillite d'entreprise. Le jour où j'étais à Sept-Îles, puis j'ai appelé Dominique, il dit « Dominique, on pourra aller déposer le projet de loi avec la députée du Bloc québécois, Marilyn Gill, mais on pourrait partir avec un autobus de retraités. » Il dit « On le fait. » Mais il dit « T'es conscient que ça va coûter une beurre? » On le fait, on va déposer le projet de loi avec... Puis après ça, Dominique a tout été un fervent défenseur de ce projet de loi-là. Donc, Dominique, c'est un visionnaire. Il a parfaitement incarné ce qu'on est. Un syndicat pragmatique, combatif, qui défend son monde, mais qui est surtout proche de son monde. De voir Dominique nommé comme vice-président du Conseil canadien des relations industrielles, c'est une grande fierté pour nous tous. Puis moi, je vous le dis, puis je lui ai dit souvent, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'ai hésité à devenir coordonnateur. Il m'a convaincu de devenir coordonnateur régional des métallos sur la Côte-Nord. J'ai hésité à devenir adjoint. Il m'a convaincu de devenir adjoint. Puis le petit Orieux, ben, il ne m'a pas convaincu, il est parti sans me le demander, c'est pour devenir directeur. Ça fait que, mais tout ça pour dire que vous connaissez Dominique, c'est quelqu'un qui était très convaincant, puis à chaque fois, il me donnait confiance, puis il me disait l'organisation a besoin de toi, puis on a besoin de jeunes, puis on a besoin de gens qui vont prendre la direction des métallos. C'était un visionnaire, Dominique. Puis c'est sûr que Dominique, il ne va pas à titre de syndicaliste, ça c'est clair là-bas, mais il va à titre de juge administratif. Mais vous savez, d'avoir quelqu'un qui connaît la réalité des travailleurs et des travailleuses au niveau fédéral pour les entreprises, les accréditations de juridiction fédérale, c'est très rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui nous connaît très bien. Alors, Dominique, je sais que tu as un certain devoir de neutralité, tu n'es pas supposé nous écouter, mais je te salue quand même, puis je me doute bien que tu trouveras bien le moyen de nous écouter. Ben, je te salue, mon chum. Merci d'avoir donné tout ce temps-là pour le syndicat des métallos, Dominique. Ouais. Ah, c'est un très beau geste. Je suis convaincu qu'il saura l'apprécier. Mais évidemment, j'ai pris sa relève, puis j'ai demandé à Michel Courcy de me supporter comme adjoint. Michel, c'est un gars qui est calme, qui a une grande expérience comme syndicaliste, comme négociateur, comme plaideur. C'est une belle vision, c'est un homme de solution, c'est un gars qui est travaillant. C'est un grand plaisir de travailler avec toi, Michel. Merci d'avoir accepté le défi. Ça en est tout un, j'en suis très conscient. On va prendre la relève à notre façon. On va le faire avec les mêmes valeurs, mais les valeurs métallos, qu'on va continuer à supporter ces valeurs-là, soyez-en sûrs. Michel en a parlé un petit peu, un autre gang que je veux souligner. Tu sais, quand on dit se tenir debout, ça, c'est le vrai terme de se tenir debout. La gang des poudres métalliques, section locale 74-93 à Sorel. Je vais vous dire, c'est une gang qui faisait face à un employeur qui ne voulait pas trop négocier parce que cet employeur-là, il avait un agenda. Il y avait un agenda de fermer dans ses aussi dans le mois de décembre 2025. Puis l'employeur demandait une courte convention. Il y a un an et demi, il demandait une convention de 18 mois. T'sais, on commence à comprendre pourquoi. Ça fait que les travailleurs, évidemment, c'était jamais clair à la table de négo, ce que l'employeur disait, pourquoi une courte convention. Puis ça faisait plusieurs négociations que l'employeur criait au loup. L'employeur disait, on va fermer. Mais à un moment donné, quand tu te fais dire ça pendant plusieurs négociations, à un moment donné, tu ne crois plus l'employeur. Les travailleurs ont dit, c'est assez. On sort en conflit de travail le 10 de juillet. Puis au mois d'octobre, ils se sont fait annoncer que les opérations arrêtaient de façon permanente au mois de décembre. Je suis très fier de vous, la gang, les 181 métallos. Vous savez que ce monde-là, sachant que les opérations arrêtent au mois de décembre, l'employeur continue à opérer dans le respect des lois anti-SCAB, j'ose le croire, mais ces gens-là sont encore sur les lignes de piquetage, puis ils savent qu'ils vont perdre leur job. Ça, c'est le vrai terme d'être debout. Puis j'ai le goût de vous dédier toute cette assemblée annuelle-là, la gang du 7493. J'ai pensé à vous autres quand j'ai su cette nouvelle-là à plusieurs reprises. Je me suis couché le soir, je pensais à vous autres. Je me disais quel drame humain de perdre son travail, mais malgré tout, ils sont là, sur les lignes de piquetage. Puis ça, c'est tout à leur honneur. Puis ils vont être ici vendredi. Il y en a une quinzaine de travailleurs qui vont venir nous voir parce qu'ils sont encore en conflit, je tiens à vous le dire, je vous le dis. Puis le 7493, c'était une gang qui était très mobilisée. Il était toujours dans nos assemblées annuelles, impliqué sur le comité national autochtone, impliqué au niveau de l'éducation. Ils ont fait du recrutement aussi. C'était une section locale vivante. Ça fait que bien content de pouvoir les recevoir. Ils ne sont pas là cette semaine. Ils
sont en train de finaliser les détails de leur fermeture, mais on va pouvoir les accueillir chaudement vendredi. Évidemment, Michel en a parlé, ça nous apporte une réflexion sur le rôle des gouvernements. Vous savez, le gouvernement fédéral a donné 500 millions à cette entreprise-là pour décarboner son acier, donc produire de l'acier vert, entre guillemets. Puis évidemment, on a sollicité le gouvernement fédéral, puis à quelque part, il va falloir que les gouvernements prennent acte de ça, puis qu'il y ait des mesures pour sécuriser les emplois. On va continuer à l'étalonner. L'autre chose que je peux vous dire, que je suis assez déçu, ben, vous ne serez pas surpris en même temps. À plusieurs reprises, j'ai tenté d'appeler le cabinet de la ministre Fréchette en disant, écoutez, ministre Fréchette, c'est la ministre de l'Économie au Québec, puis c'est aussi la ministre responsable à Montérégie, où ce que Sorel se situe, là, je ne vous l'apprendrai pas, pour demander une rencontre, puis j'attends encore après cette rencontre-là. Extrêmement décevant d'un ministère qui est le ministre de l'Économie, d'une ministre qui est responsable de cette région-là. Je n'ai pas encore eu de rencontre, malgré quelques tentatives. Ben, c'est à se demander. On n'a pas besoin de te le demander. Ils sont plus affairés à attaquer les travailleurs puis à faire disparaître la classe moyenne que d'essayer de sauver la job de 200 pères et mères de famille puis d'essayer de sauver la dernière usine de poudre métallique au Canada. C'est une vraie honte, ce gouvernement-là. Puis j'espère que la ministre Fréchette pourra écouter ou que quelqu'un y fera écouter puis que j'aurai enfin cette rencontre-là pour qu'on puisse retourner toutes les pierres puis essayer de repartir cette usine-là. C'est effectivement un mandat qui a commencé chez Chapeau de Roue. Plusieurs attaques anti-travailleurs, le PL 89 qui est devenu la loi 14, le PL 101 qui était les finances des syndicats, le PL 3 qu'on a dans les pattes actuellement, les tarifs, le PL 97 sur la réforme du régime forestier. C'était tout les premiers mois du mandat ont été très, très, très occupés, puis pas besoin de vous faire croire qu'on va continuer sur cette allure-là pour la prochaine année. Ça, c'est clair. Mais chose certaine, on va être debout pour l'intérêt de nos membres, la santé et sécurité, pour les droits de tous les métallos, incluant tous les travailleurs, toutes les sphères de travail, pour une société plus juste. On va être debout pour le Québec. C'est ça, à la fin de la journée, c'est ça qu'on va faire. Debout, c'est comme ça qu'on va se battre pour le projet de loi numéro 3. Un projet de loi anti-travailleur, un projet de loi conservateur. Sous prétexte de transparence, le gouvernement de la CAQ cherche à nous museler, les syndicats, nous empêcher de revendiquer sur la place publique, dans les médias, auprès des gouvernements. Clairement, ce gouvernement-là veut nous enfermer à l'intérieur des murs de nos usines. Puis, qui plus est, ce gouvernement-là veut s'ingérer dans notre fonctionnement. Puis il va permettre aussi au boss de s'ingérer dans le fonctionnement aussi, puis dans les décisions que vous allez prendre. C'est ça qu'il est en train de faire. Au sens large, ce gouvernement-là veut restreindre notre capacité à défendre les droits des travailleurs partout où c'est nécessaire. Puis le gouvernement essaie de nous faire croire que le rôle des syndicats, ça se limite à négocier des conventions collectives. Certes, c'est important. Ça, c'est vrai. On ne peut pas nier ça. Mais ça ne se limite pas à négocier des conventions collectives, notre rôle. C'est pas tout. Parce qu'on veut bien négocier des conventions collectives, mais encore faut-il avoir des emplois de qualité. Ça veut dire exiger une vraie politique industrielle dans les secteurs névralgiques. Ça veut dire aller au tribunal canadien du commerce extérieur pour protéger notre acier du dumping. Ça veut dire revendiquer des mesures quand de l'allure pour garder les travailleurs en emploi quand ça brasse. Ça veut dire revendiquer un meilleur régime d'assurance-emploi, puis d'aller défendre nos travailleurs au tribunal de l'assurance-emploi. Ça veut dire exiger des politiques pour soutenir nos industries comme le bois, l'acier, l'aluminium et le manufacturier au sens large. Ça veut dire exiger que les 3 paliers de gouvernement, le municipal, le provincial et le fédéral, deviennent nos meilleurs clients de nos industries ou ce qu'on produit. Il faut que le gouvernement légifère puis s'assure de consommer les produits qu'on fait. Ça veut dire aussi participer aux différents comités sectoriels sur la main-d'œuvre ou ce qu'on siège. Ça veut dire participer aux associations sectorielles paritaires pour voir à la santé et sécurité. Ça veut dire être des acteurs de changement à faire du syndicat. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi exiger des lois quand de l'allure pour protéger notre monde en santé et sécurité. Ça veut dire aider notre monde lorsqu'ils sont blessés ou accidentés. Ça veut dire s'assurer qu'une veuve ou un veuf reçoivent l'indemnité de survivant lorsqu'un travailleur décède ou une travailleuse décède au travail. Ça veut dire revendiquer des meilleures retraites pour les gouvernements, pour les programmes gouvernementaux. Ça veut dire travailler à améliorer la prévention dans nos milieux de travail. Ça veut dire pousser pour plus de CPE pour qu'on puisse aller travailler parce qu'on a encore du monde qui ne sont pas capables d'aller travailler parce qu'il manque des CPE.
Ça veut dire pousser pour une assurance médicaments, pour pas que toute notre paye parte pour payer la partie de notre assurance. Ça veut dire réclamer la fin des permis fermés pour nos travailleurs migrants temporaires qui vivent ni plus ni moins que de l'esclavage. Ça veut dire témoigner en commission parlementaire. Ça voulait dire témoigner en commission parlementaire pour demander une vision d'avenir pour une politique forestière pour assurer l'avenir de nos régions. Ça voulait dire aussi aller passer des tracts devant la Société des alcools les samedis et les dimanches matins pour soutenir nos travailleurs d'Owens-Illinois puis pour s'assurer que le gouvernement mette en place une vraie consigne pour le verre qui va rentrer en force en 2017. Ça voulait dire aussi aller à Ottawa pour demander de changer la loi lorsqu'on a des faillites d'entreprises, pour protéger nos régimes de retraite lorsqu'il y a une faillite ou encore qu'une entreprise se mette à la protection des créanciers. Ça veut dire s'occuper des intérêts de nos membres, mais qui sont aussi des citoyens. On ne peut pas dissocier les travailleurs du fait qu'on est des citoyens. On fait ce qui est prévu dans le Code du travail. Textuellement, puis vous le regarderez, le Code du travail, voir à la sauvegarde et au développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres. C'est direct ce qu'on fait. On ne peut pas faire plus que ça. Mais le gouvernement n'aime pas ça. Le gouvernement n'aime pas les contre-pouvoirs. Ça le dérange. Le gouvernement, il ne veut pas plus de transparence. Il ne faut pas se laisser berner. Il veut nous museler. Puis ça, c'est grave. D'empêcher les contre-pouvoirs de parler, c'est un effritement de la démocratie. Oh, c'est plus que nos conventions collectives, c'est plus que notre action syndicale. C'est une société, on est une société de droit, c'est un gouvernement qui veut nous enlever des droits. Ce que dit concrètement le projet de loi 3, il créerait une cotisation à 2 vitesses, la principale et la facultative. Les syndicats ne pourraient plus utiliser leur cotisation régulière pour payer certains recours devant les tribunaux, des contestations de lois, de règlements, de décrets, des publicités, ou encore la participation à des mouvements sociaux. On cherche encore ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça va venir d'un point de vue, c'est inévitable que ça va compliquer le rôle des syndicats. Ça va compliquer le rôle d'une organisation comme la nôtre, le District 5, mais ça va compliquer le rôle de tous vos milieux de travail, de toutes vos sections locales, de toutes vos unités. Puis ça va venir compliquer d'autant plus celle de la FTQ et des conseils régionaux qui ne négocient pas de conventions collectives, qui sont là pour faire du lobbying puis pour faire bouger des choses, pour influencer. Puis le bout du bout, c'est que cette cotisation facultative-là devrait être présentée à chaque année en Assemblée. Il va falloir prévoir à l'avance ce qu'on pense faire, comment de travailleurs qu'on va défendre, il va-t-il y avoir des campagnes de lobby qu'on devra faire, on va-t-il avoir des projets de loi que le gouvernement va nous attaquer, qu'on va devoir d'aller à Ottawa ou au Parlement. C'est invivable, c'est ingérable, cette prévision-là. Faites l'exercice cette semaine avec les résolutions qu'on va entendre, puis vous vous poserez la question si ça va dans la cotisation de base ou la cotisation facultative. Vous allez voir que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Puis après ça, le présenter en Assemblée. Je ne vous parle pas de le présenter, attendre 3 jours, puis après ça, faire un vote sur une période de 24 heures. La cotisation facultative, dans le fond, c'est un méchant bâillon pour limiter l'action des syndicats. C'est de l'ingérence pure et simple. C'est de l'ingérence du gouvernement, puis c'est de l'ingérence des employeurs dans nos affaires. Le gouvernement n'a pas d'affaire à exercer un contrôle politique sur les syndicats. Ce sont les membres qui donnent les mandats ici et en assemblée syndicale. Un point, c'est tout. Puis pour justifier son atteinte aux droits syndicaux, à la liberté d'association, à la Charte des droits et libertés, autant québécoises que canadiennes, bien, le gouvernement brandit toujours les mêmes exemples, de façon très démagogique. Fait circuler une petite vidéo. C'est Magali à Dubaï. Puis c'est la contestation de la FAE par rapport à la loi 21. C'est toujours ces 2 événements-là qui ressortent. Toujours. Pour moi, c'est de l'anecdote, ça. Mais la trame de fond là-dedans, c'est un gouvernement vicieux et malhonnête. Je vous le dis, là, je n'ai jamais vu un gouvernement comme ça être aussi... C'est honteux ce qu'ils font. Puis on va en parler de Dubaï, parce que je pense que c'est important de fermer cette boucle-là, cette boucle-là,
La présidente de la FTQ, certes, s'est rendue à Dubaï, oui, pour participer à la conférence des partis. La COP, ça veut dire la conférence des partis. Parce que nous, on est une partie intéressée. On est le syndicat, un des syndicats qui représente des travailleurs dans les secteurs les plus polluants au Québec. On n'est pas un syndicat dans le secteur public, on est un syndicat dans le privé. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit à la COP. Ça, c'est la réunion internationale où les gouvernements, les chefs d'entreprise discutent des mesures sur les changements climatiques. C'est en plein la place où se discutent des politiques qui vont influencer l'avenir de nos emplois. Puis quand la présidente de la FTQ va là, c'est pour faire entendre la voix des travailleurs et pour parler de transition juste. Puis soit dit en passant, on a plus souvent qu'autrement des métallos qui participent à la délégation de la FTQ. Magali s'en va pas là tout seul. Les métallos, on est là, puis on est fiers d'être là. Puis c'est pas vrai qu'on va laisser les boss puis les ministres décider tout seuls de l'avenir de nos emplois. Puis ça, c'est pour Dubaï. Puis je vous garantis une chose, que si cette conférence-là, parce qu'elle s'est passée pendant la négociation du secteur public, cette conférence-là aurait été en France, en Australie ou au Sénégal, on n'aurait pas entendu parler parce qu'on associe Dubaï à la luxure, puis là, on associe Magali Picard à la luxure. C'est ça, la réalité. Fait que ça aurait été ailleurs, vous n'auriez pas entendu parler. Je trouve ça honteux, j'entends des médias dire, j'entendais encore cette semaine l'agacer dire Magali Dubaï. C'est un manque de rigueur intellectuelle de faire ça. Ça me lève le cœur d'entendre ça. Pour la FAE maintenant, la Fédération autonome de l'enseignement, le gouvernement est fâché parce que ce syndicat d'enseignants conteste la constitutionnalité, je le savais que j'allais barrer, de la loi 21 et le recours à la clause dérogatoire. Avec la loi 21, des enseignants qui portent le hijab ne pourront plus postuler sur un autre poste à l'intérieur de notre convention collective. Puis l'idée ici, ce n'est pas de me prononcer pour ou contre. On a chacun nos opinions là-dessus. C'est un dossier, on va se dire, qui peut être polarisant. Mais la décision de ce recours, elle appartient aux membres de la FAE. Elle n'appartient pas aux métallos, elle appartient aux instances de la FAE. Puis s'ils en décidaient là, c'est parce qu'ils en décidaient en instance. Alors que si nous, on juge de ça, bien, on se comporte un peu comme le gouvernement qui juge ça. Fait qu'il faut être conscient de ça. Puis la FAE, elle n'est pas là parce qu'elle est pour ou contre la loi, elle est là parce que ça concerne les conditions de travail de ses membres qui, lorsqu'ils postulent sur un affichage de poste, ne peuvent pas l'avoir. Elle n'a pas le choix. Puis si je ne vous ai pas convaincu, bien, je vais vous faire un parallèle avec la COVID. Vous vous rappelez-vous que pendant la COVID, on avait des métallos du secteur fédéral qui étaient congédiés parce qu'ils refusaient le vaccin. Rappelez-vous de ça. Puis vous rappelez-vous qu'on a fait des griefs, qu'on a porté ça dans les tribunaux supérieurs pour défendre nos membres. Ce n'était pas une prise de position pour ou contre la vaccination. Puis honnêtement, des fois, dans nos membres, les gens disaient « Vous n'auriez pas dû faire ces recours-là. » Oui, on devait faire ces recours-là parce qu'on avait des gens qui perdaient leur travail. On n'avait pas le choix. Mais ce n'était pas pour ou contre la vaccination. Puis on a défendu ces membres-là. Puis pour moi, c'est le parallèle le identique à ce que la FAE vit. Fait que ne vous laissez pas berner par ces deux exemples-là du gouvernement. Ce gouvernement-là le martèle, puis c'est ça qu'il veut, c'est qu'à force que vous l'entendez, que vous y croyez. C'est ça le principe. Fait que, toujours sur la question des recours juridiques, il y a quelques années, merci Roxane, il y a quelques années, on a aidé juridiquement nos retraités de Cliff de ce qui ont perdu leur travail. Vous rappelez-vous de ça? A perdu leur travail, puis l'entreprise s'est mise à la protection des créanciers, a fait faillite par la suite. La compagnie s'est sauvée avec la caisse aux États-Unis. Dans la vision du gouvernement, c'est pas clair que notre cotisation de base aurait servi à défendre nos retraités. Fait qu'ils veulent nous empêcher de défendre notre monde. Les retraités de Cliff, là, c'était plus des gens qui payaient des cotisations. C'était techniquement plus nos membres. Mais on a fait ce qui devait être fait, on a défendu ce qui devait être défendu, on les a défendus jusqu'au bout, puis on a été chercher une partie de l'argent qui manquait dans le régime de retraite. Mais aujourd'hui, ça serait en péril à cause de ce gouvernement-là.
Tu sais, souvent, ils nous traitent de corporatisme, mais il n'y aura pas plus corporatif qu'avec ces mesures-là. Ils vont nous faire comme... Ils veulent nous rendre comme des syndicats qui vont négocier des conventions collectives à l'intérieur des murs de leur entreprise, puis ça va finir là. Mais on n'est pas ça, nous. On n'est pas des corporatistes. On a du cœur, calvaire. On sait que les syndicats sont là pour défendre les travailleurs, leurs familles, les retraités, les gens ordinaires, qui travaillent fort, qui font rouler le Québec, puis qui veulent juste un salaire pour bien vivre, puis mettre du pain et du beurre sur la table. Puis qui aimeraient bien avoir des services publics de qualité aussi, lorsqu'ils en ont besoin. C'est pas au gouvernement de décider de la mission des syndicats et des mandats que vous nous donnez, ni de comment vous les donnez. En passant, c'est quand même ironique que le gouvernement utilise nos impôts, qu'on n'a pas le choix de payer, c'est bien correct. Il prend nos impôts pour payer de la publicité concernant une loi qui va nous empêcher de faire de la pub. C'est quand même particulier, là. Tu sais, c'est quand même ironique, là. Okay? Parce que techniquement, on n'aurait plus le droit de faire de la pub avec la cotisation de base. L'autre gros morceau du projet de loi, c'est les vérifications comptables. Le Code du travail prévoit déjà qu'une association accréditée doit dévoiler à chaque année ses états financiers et en donner une copie gratuitement, évidemment. Chez les métallos, on va une coche plus loin. Les dépenses sont approuvées systématiquement en assemblée syndicale. Les syndics vérifient les dépenses aux 3 mois. Puis on a un vérificateur international qui vient vérifier toutes les sections locales, y compris le district 5. Notre vérificateur international passe à tous les années dans nos livres. Ce que le gouvernement demande, ce sont des vérifications comptables qui vont coûter un bras. Pour les associations de 50 à 199 membres, ça va être ce qu'on appelle une mission d'examen, entre 5 000 et 8 000, puis c'est très conservateur comme prix. Pour ces sections locales-là, on évalue que ça pourrait être jusqu'à 25 % de votre retour de cotisation qui va servir à payer une firme comptable. C'est pas rien, là. Et pour les accréditations syndicales de 200 membres et plus, là, on parle d'un audit comptable, vraiment fait par une firme comptable au coût de 10 000. Mais évidemment, ces prix-là, c'est des prix très conservateurs dans l'état actuel des choses. Mais pouvez-vous vous imaginer, il y a, je ne sais pas, 5, 6, 7 000 unités syndicales au Québec, quand ils vont toutes cogner aux firmes, aux portes des firmes comptables, qu'est-ce qui va arriver dans un libre marché comme le nôtre? Les prix vont exploser. C'est sûr, c'est ça qui va arriver. Puis si on prend la taille de toutes les accréditations syndicales, ça va coûter, on va transférer à peu près 25 millions à des firmes comptables. C'est un détournement de fonds. Ce gouvernement-là, anti-travailleur, vient aussi et veut aussi se mêler de notre régie interne, de la façon dont nos votes sont pris, de ce qu'il y a dans nos statuts et règlements. Puis là, je vous en ai parlé tantôt, les scrutins secrets devraient se tenir sur une période de 24 heures, les élections, les grèves, les contrats, la cotisation facultative. Il y a juste un nom pour ça, c'est du contrôle politique. Puis ce gouvernement-là vient foutre le bordel dans les syndicats avec des exigences qu'il n'a même pas pour lui-même et encore moins pour les associations de boss. Puis ils vont nous dire que les cotisations syndicales sont déductibles d'impôts. Certes, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont demander la même rigueur aux entreprises où ils donnent des subventions? Pas convaincu. Puis ce n'est pas le cas qui se passe actuellement. Soyons bien clairs, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un gouvernement en déroute, complètement dépassé sur les derniers 1000. Un gouvernement revanchard. Moi, je trouve que c'est une gang de bandits, là, maintenant, qui se comporte. C'est un gouvernement qui n'a pas aimé perdre la face dans les négos du secteur public, vous vous rappellerez, il y a 2 ans, qui a essayé de monter la population contre les travailleurs du Front commun. Mais il a oublié que les syndicats font aussi partie de la population. Les employés du public, ce sont nos conjoints, nos enfants, nos mères, nos frères, nos sœurs. Les syndiqués du public, tout ce qu'ils revendiquaient, c'était des services publics qui avaient de l'allure. Parce que les services publics sont laissés à l'abandon. Les hôpitaux et les écoles tombent en ruine. Un manque de ressources pour les enfants en difficulté. Des infirmières enchaînaient leur job parce qu'il y a du temps supplémentaire obligatoire. Puis le manque de ressources pour prendre soin de nos aînés. L'opinion publique s'est retournée contre eux. Puis revanchard, bien évidemment, le gouvernement. Tu sais, quand je vous dis que c'est un gouvernement vicieux, là, puis malhonnête, là, mais il est revenu à la charge avec le PL 89 qui est devenu la loi 14 au printemps, qui, là, va limiter notre droit de grève, qui va le restreindre à un certain point que ça voudra presque plus rien dire. Puis, comme on a déjà des services essentiels, il vient rajouter une autre course de services pour le bien-être de la population. Donc,
un deuxième niveau de service qu'on devra rencontrer. Puis ça, c'est à part de sa capacité de mettre fin aux grèves quand on aura la capacité d'en faire, en imposant des arbitrages. C'est majeur comme attaque. Puis sous prétexte de limiter les conflits, il est en train de foutre le bordel aux tables de négo. Parce que vous l'avez vu ce qui s'est passé avec Air Canada. Le gouvernement s'est assis sur son steak et a attendu que le gouvernement légifère. C'est sûr que c'est ça qui va se passer. Moi, étant un employeur, j'attendrais. C'est pas dur à comprendre. On sait comment ça marche, une table de négo. Une table de négo, c'est un rapport de force. Il faut qu'il y ait de la pression. Puis ça force les deux parties à travailler, incluant nous. Ça force les parties à travailler. Ça force les parties à être imaginatifs. Juste la possibilité de savoir qu'il y a une grève générale et limitée qui s'en vient, ça donne un peu de motivation à l'employeur. Puis on l'a vu, et le meilleur exemple, c'est la Société des traversiers du Québec. Michel en a parlé tantôt. 2 ans à négocier avec le gouvernement du Québec, ni plus ni moins. Évidemment, c'était la direction de la Société des traversiers, mais à la fin de la journée, c'est le gouvernement du Québec, c'est le Conseil du Trésor. 2 ans à négocier, 2 ans à se faire niaiser. Puis, bon joueur, nos métallos ont dit, bien, on n'incommodera pas trop la population, on va faire des grèves d'une journée, 2 jours, 3 jours. C'est juste pour monter la pression, puis que le gouvernement comprenne qu'on est sérieux. Mais ça a duré 2 ans. 2 ans à se faire niaiser. Bien, le jour où, au printemps passé, avec Magali Picard, on a fait une conférence de presse avec nos métallos de la Société des traversiers, nos 5 traverses du Québec, le jour où on a dit au gouvernement, puis on était au mois d'avril, on a dit au gouvernement, si à la Saint-Jean-Baptiste, il n'y a pas de règlement, c'est une grève générale et limitée pour les 5 traverses du Québec. On va jammer le Québec. Mais je vous le jure, là, ça a pris quelques jours. J'avais un appel du Conseil du Trésor en disant, on s'en vient à la table de négo. Puis 2 mois plus tard, on avait des règlements dans nos 5 traverses. 5 traverses. Juste par la menace. Ça fait que c'est une preuve qu'une négociation, ça prend de la pression. L'opération de démolition de la CAQ, dans les conditions actuelles, c'est pas fini. Selon ce qui circule, puis ça circule pas mal fort, puis on ne serait pas surpris de ça qu'après les fêtes, le gouvernement se prépare à abolir les décrets de convention collective. Une honte. 90 000 travailleurs qui profitent de conditions salariales, régime d'assurance, régime de retraite, puis qui risquent de tout perdre ça le jour où la loi des décrets de convention collective va disparaître. Puis vous savez, au métallo, on a 4 décrets. La sécurité privée, la signalisation routière, l'installation d'équipements pétroliers, puis l'entretien des équipements pétroliers, puis les matériaux de construction. Évidemment, il y en a d'autres décrets. Il y en a une quinzaine au Québec. Puis il y en a d'autres importants. La sécurité privée, la signalisation routière, c'est des décrets importants. Mais l'entretien ménager, c'est un décret fort important, là. Les garages automobiles, il y a des décrets régionaux. C'est important. Puis je vous l'ai dit, au total, 15 décrets au Québec, 90 000 travailleurs. Avec les décrets, pour bien comprendre c'est quoi un décret de convention collective, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, on prend les salaires négociés dans un secteur donné, prenant la sécurité, suivant la négociation d'une convention collective avec le principal employeur, puis on va décréter ces conditions-là à tous les travailleurs de ce secteur-là, syndiqués ou non. Ça, encore une fois, ça prouve le rôle qu'on a dans la société pour faire monter les conditions de travail. Puis c'est sûr que les décrets sont souvent dans des secteurs d'activité où il y a beaucoup de sous-traitance. Puis actuellement, comme il y a un décret puis les salaires sont décrétés à la grandeur de ce secteur-là, ça évite des employeurs de soumissionner plus bas pour aller voler le contrat à un autre. C'est ça que ça fait. Ça vient humaniser un peu le capitalisme dans ce secteur-là. Mais c'est clair qu'avec l'abolition des décrets, les contrats vont tous s'ouvrir, puis des travailleurs qui gagnent 22 pièces de l'heure actuellement, bien, il va y avoir un employeur qui va arriver, qui va dire « Moi, les salaires, ça va tomber à 18 pièces de l'heure », puis il va obtenir le contrat. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Puis ça, c'est 90 000 travailleurs qui vont être touchés par ça. Puis si je vous demanderais c'est qui le plus grand donneur d'ouvrage dans la sécurité privée et dans l'entretien ménager, les 2 très gros décrets au Québec, bien, c'est le gouvernement du Québec.
Alors, le gouvernement du Québec va faire plaisir au boss, puis il va abaisser ses coûts. C'est ça qu'il va faire. Il va appauvrir une classe de travailleurs. Il va les faire migrer vers le salaire minimum. C'est ça qui s'en vient. C'est constant avec la CAQ, les attaques anti-travailleurs, c'est-à-dire la frontière entre l'État et l'employeur, elle est complètement brouillée. Complètement brouillée. Le problème dans tout ça, c'est que quand le gouvernement fait ça, bien, il s'en prend à la capacité des syndicats de faire entendre leur voix, de défendre les travailleurs partout où c'est nécessaire, puis de se faire entendre dans la société. Quand on affaiblit les travailleurs, quand on affaiblit leurs syndicats, il y a juste un gagnant là-dedans, puis c'est les boss. En trame de fond, il y a tout le négatif sur les réseaux sociaux, particulièrement sur les réseaux sociaux, mais évidemment dans les médias traditionnels. Ça pollue l'espace public, on va se le dire. Ça pollue les médias, puis ça pollue le débat. Pas tous, mais plusieurs d'entre eux. Il y a moins de journalistes, plus de commentateurs qui vont commenter des sujets qu'ils ne connaissent pas tout le temps, on va se le dire. Fait que vous vous êtes aperçu qu'on a été plus actifs sur les réseaux sociaux, des vidéos, toutes sortes d'affaires. M'excuse. Mais on va avoir besoin de vous pour les médias traditionnels, évidemment, puis pour les réseaux sociaux, parce qu'on va avoir besoin de gens pour relayer, parce qu'il y a des trolls là-dedans aussi. Là. Il y a des gens qui s'emploient à propager les mauvaises nouvelles, puis les attaques anti-travailleurs, puis on va avoir besoin de vous autres pour relayer ça. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter d'être sur la défensive. On fait du bien. Puis je vous regarde, là, puis vous vous démenez corps et âme pour vos membres. Je sais que vous aidez vos gens jour après jour. Vous négociez de meilleurs salaires. Vous établissez des rapports de force pour traiter d'égal à égal avec vos employeurs. Vous aidez des collègues qui en arrachent. Vous emportez les problèmes de vos membres à la maison. Puis vos membres vous apprécient. Parce que les membres, quand ils sont syndiqués, ils ne veulent plus sortir d'un syndicat. Ils comprennent la force du groupe. Ils comprennent l'importance du nombre. C'est quand on est à l'extérieur, des fois, qu'on ne le comprend pas. Puis ça, on aurait de l'éducation à faire pour ça. Vous savez, au Québec, le salaire médian des syndiqués est 17 % plus élevé que les non-syndiqués. Ça, c'est toute une différence. Un syndicat, ce n'est pas juste du cash dans les poches des travailleurs. C'est un milieu de travail plus sécuritaire. C'est un soutien pour les travailleurs blessés ou malades. Un syndicat, de façon générale, c'est plus de respect au travail. On ne se fera pas de cachette. L'effet des syndicats dépasse les milieux de travail syndiqués. On tire le monde vers le haut. Combien de fois vous vous êtes aperçu que l'employeur, que son entreprise n'est pas syndiquée, il va donner les mêmes salaires que vous autres pour empêcher que le syndicat rentre? Vous le savez, c'est clair, ça. Il n'y a pas de doute là, de ça. Les sociétés où les taux de syndicalisation sont les plus élevés, c'est celles où il y a une meilleure répartition de la richesse. Il n'y a pas juste nous qui le disons, mais l'OIT le dit, l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU. C'est ce que montrent les recherches au Canada. Les provinces qui distribuent le plus la richesse sont celles où le taux de syndicalisation est le plus élevé. Aux États-Unis, le taux de syndicalisation a diminué de façon importante. Il y a une croissance des inégalités. Puis ça, c'est à cause du déclin des syndicats. Il n'y a pas d'autre exemple à ça. Bref, les politiques right to work s'attaquent à ce qu'on connaît ici comme la formule RAND. Fait que les attaques anti-travailleurs que le gouvernement qui est en train de faire, ils commencent tranquillement. Puis ça, bien, ça va rendre les riches plus riches puis la classe moyenne plus pauvre. Mais on ne veut pas vivre ici au Québec ce qui s'est vécu ailleurs. On n'est pas parfait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est parfait. On a nos défauts, mais ce qu'on fait, on le fait bien. Puis ça devra commencer par la fierté. Il va falloir arrêter d'avoir honte. Honte d'être syndiqué, honte de revendiquer, honte de se battre pour nos droits. Il va falloir arrêter de s'autoflageller. Il faut être fier de ce qu'on fait. Soyons fiers de notre syndicat et soyez fiers de vous. Quand on se bat pour protéger les retraites, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour tous les travailleurs qui ont un régime de retraite. Quand on se bat pour interdire les clauses orphelins, c'est pour tout le monde. Quand on se bat pour la santé et la sécurité, c'est pour éviter que tout le monde se fasse tuer au travail. C'est quelque chose qu'on devrait être fier. Va falloir le dire, le montrer, le crier. On ne va plus laisser nos détracteurs monopoliser le discours public.
s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, là, il va falloir être à l'offensive. Moi, je pense que c'est le temps de célébrer nos victoires, puis c'est le temps de raconter notre histoire. C'est le temps de montrer que le syndicalisme, ça change des vies, ça sauve des vies. Il va falloir assumer ce qu'on est, sans détour, sans complexe, sans excuse. On est bon, puis il faut que le monde le sache. Puis ça va passer par nos membres. La force d'un syndicat, c'est pas dans une salle de conférence. C'est dans la cafétéria, c'est sur le plancher de l'usine, c'est dans la salle de pause, puis c'est dans la rue. C'est là que va se bâtir la solidarité, puis c'est là que va naître notre conscience collective. C'est là que va se décider l'avenir de notre mouvement, parce qu'on est à une étape charnière de notre mouvement. Plus nos membres seront engagés, mobilisés, informés, plus on sera fort. Réalisons que nous sommes plus nombreux qu'eux. La force du nombre, c'est notre atout principal. Il faut donc écouter, comprendre les réalités, impliquer les membres dans nos décisions. Puis des fois, ça peut arriver qu'on s'éloigne de ça, qu'on se perd dans la bureaucratie, dans les procédures, dans les réunions. Mais on va revenir à la base. On va retourner dans les cafétérias, on va jaser, puis on va écouter, puis ensemble, on va bâtir notre avenir. Puis ça va exiger des alliances. On ne peut pas faire ça tout seul. Les défis qu'on affronte dépassent les murs de nos usines. L'inflation touche tout le monde. Le coût du logement touche tout le monde. Les coupures dans les services publics, ça touche tout le monde. Puis avec les autres syndicats, il va falloir bâtir des alliances. Les États généraux sur le syndicalisme, c'est une belle occasion de resserrer nos rangs, de se bâtir un front uni. Puis on peut-tu arrêter de se marauder entre nous? Ça, c'est une partie d'éditorial, mais moi, je trouve qu'on gagnerait tellement à arrêter de se battre entre nous puis de travailler pour syndiquer les travailleurs qui le veulent, qui ont besoin d'améliorer leurs conditions de travail. Mais aussi, il va falloir bâtir avec les groupes communautaires, les mouvements sociaux, qui partagent nos mêmes valeurs. On a tous le même idéal, parce qu'on se bat pas juste pour nous. On se bat pour une société plus juste, pour tout le monde. Puis quand on sera tous ensemble, personne ne va pouvoir nous arrêter. Quand on va comprendre la force du nombre, ça va demander de l'audace. Il va falloir viser haut. Moi, je pense que l'époque des petites victoires est révolue. Ça nous prend des grandes victoires. Face à des adversaires qui veulent tout nous enlever, on doit viser haut. On doit viser grand. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une vraie stratégie industrielle qui protège nos jobs. On veut des investissements massifs dans la transition écologique. On veut une réforme complète de l'assurance-emploi. On veut une protection absolue du droit de grève. On veut des politiques d'achat local partout. On veut un partage équitable de la richesse. On veut continuer d'être des acteurs impliqués dans la société. Puis il y en a qui vont dire qu'on rêve en couleur, qu'il faut être réaliste. Non, moi, je n'accepte pas ça. Pourquoi? Rappelez-vous, les 40 heures, c'était pas réaliste jusqu'à temps qu'on l'obtienne. Les congés payés, c'était pas réaliste jusqu'à temps qu'on l'obtienne. L'assurance maladie, c'était pas réaliste jusqu'à temps qu'on l'obtienne. Les régimes de retraite, je le réitère, quand on est parti de Cécile avec un autobus, il y en a qui nous traitaient de fous. Vous en allez à Ottawa, faire 13 heures d'autobus avec des retraités. Bien, on a changé le monde, on a réformé la loi sur les régimes de retraite pour plus que ça arrive. C'est possible. Tous les acquis sociaux dont on bénéficie aujourd'hui ont d'abord été jugés impossibles. Il faut se rappeler de ça. Des générations de militants ont arraché ces victoires-là par leur détermination. Puis c'était imparfait comme mouvement. Il y a eu des dommages collatéraux, comme il y en a des fois dans des manifs. Puis ça arrive, ça fait partie de la vie. Mais au final, ces gens-là ont provoqué le changement dans la société. Mais aujourd'hui, ces militants-là, c'est nous. On ne peut plus se contenter d'observer ce qui s'est fait dans le passé. Ils étaient donc bien bons des années 70, 80 90 pour prendre la rue, puis ils ont changé le monde. C'est parfait. Mais là, sacrément, on est en train de se faire couper l'herbe sous le pied par ce gouvernement-là. C'est nous autres qui doivent se prendre en main actuellement, y compris nous. C'est important, il faut prendre conscience de ce qui se passe dans la société. On a cette responsabilité-là et ce devoir en main. On ne peut pas dire que ce n'est pas notre tour et que ça ne me tente pas. On ne peut pas, on n'est plus à cette étape-là. Vous vous rappelez du printemps érable? Le printemps de 2012, le printemps étudiant, les étudiants se battaient contre la hausse des frais de scolarité. Puis c'est les étudiants qui ont commencé par des petites manifs, tout petites.
Mais les gens se sont mis à sortir dans la rue. Pas parce qu'on leur disait ou qu'un représentant syndical leur demandait. Parce que c'était évident de le faire. Parce que c'était là qu'il fallait aller. Les étudiants, ils ont réussi quelque chose qu'on va devoir tenter de faire et qu'on va devoir réussir. Les étudiants, ils ont réussi à fédérer toute la colère que les gens, que les couches de la société avaient contre le gouvernement libéral de l'époque. Puis je suis convaincu d'une chose, il y a des gens qui devaient manifester en 2012 qui ne savaient pas pourquoi ils manifestaient, mais ils étaient dans la rue. Puis c'était clair qu'ils n'étaient pas là pour tous les frais de scolarité. Mais il y avait tellement une colère qui avait réussi à être fédérée par les étudiants que la pression est devenue tellement forte pour le gouvernement qu'ils ont reculé sur la hausse des frais de scolarité. Comme on a fait reculer le gouvernement sur le projet de loi 97 qui n'avait aucun bon sens dans le domaine forestier. C'est possible quand on s'allie. Puis à cette époque-là, c'était naturel puis c'était le fun d'être dans la rue. Il va falloir trouver une façon de recréer ça. Manifester, c'est plaisant quand tu sais que tu es du bon bord, quand tu sens la force du nombre, quand tu vois que tu n'es pas tout seul, quand tu prends la rue puis tu la bloques. Ça, c'est le fun. Mais on va recréer ça, ce mouvement-là. Puis notre période à nous, ça va être notre automne ou notre printemps ouvrier. On va l'appeler comme ça. Pas parce que je vous en parle, mais parce que vous allez vouloir le faire. Parce que vous allez comprendre notre force. Parce qu'ensemble, on est imbattables. Parce que vous allez être tannés de vous faire marcher dessus. Imaginez ça, des milliers de travailleurs dans la rue. Tous ensemble pour dire, ça suffit, on mérite mieux, puis on va l'avoir. Mais pas juste des syndicats dans la rue. Des travailleurs, leurs familles, leurs parents, leurs amis. Parce que quand tu te bats pour quelque chose de juste, avec du monde qui te ressemble, c'est pas juste une job. C'est de la fierté, c'est de l'espoir, mais c'est surtout un mode de vie. Mes amis, militants, militantes, l'année 2005 nous a éprouvés. Les tempêtes économiques et politiques nous ont secoué nos certitudes. Mais ça a aussi révélé notre capacité de résistance, notre solidarité indéfectible, notre refus de capituler. En prenant la direction des métallos, je m'engage à poursuivre le travail accompli par mes prédécesseurs. Mais je veux aussi insuffler un nouveau souffle à notre action. Un syndicaliste combatif, qui n'a pas peur d'affronter le pouvoir. Un syndicaliste ancré dans la réalité de ses membres, à l'écoute de leurs aspirations. Un syndicaliste qui va proposer des solutions concrètes. Un syndicaliste rassembleur qui va bâtir des ponts. Aux travailleurs et travailleuses du Québec, vous en avez plein de votre casse, nous aussi. Rejoignez-nous. Au gouvernement et aux employeurs qui voudraient nous museler, vous vous trompez de cible. Plus vous nous attaquerez, plus nous renforcerez notre détermination. Vous voulez nous faire taire, on va parler plus fort. Nous diviser, on va se serrer les coudes. Nous faire peur, on n'aura jamais peur. À nos membres, nos militants, nos militantes, nos élus locaux, vous êtes le cœur de notre syndicat. Ensemble, on est une force que rien ne peut arrêter. Alors, debout, c'est ça notre plan. C'est un plan simple, mais qui va demander de l'énergie, de la passion puis de l'engagement. Comme on dit en anglais, ça va prendre du commitment. Ça va prendre de l'adhésion. On va falloir arrêter de jouer à la défensive, passer à l'offensive, être fiers de ce qu'on fait, raconter nos victoires, montrer notre force, impliquer nos membres, les écouter, les mobiliser, bâtir des alliances. Viser haut, créer notre mouvement ouvrier. François Legault a dit cet automne que ça allait brasser. Vous vous rappellerez, hein? Bien, il avait raison. Moi, je vous le dis, on est en guerre. Si on ne profite pas de ce momentum-là pour casser ce qui est en train de se passer, il va être trop tard plus tard. Il va être trop tard. C'est là que ça se passe. Puis même quand ça brasse, même quand c'est tough, même quand l'avenir est incertain, on va rester debout parce qu'on sait que c'est la seule façon de gagner. Ensemble, solidaires, déterminés. L'histoire, elle nous appartient. Puis ça nous appartiendra de l'écrire collectivement. À nous de décider qu'est-ce qu'on veut écrire. Mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre et manifestation par manifestation. J'aurais juste le goût de vous dire merci d'être là et de vous dire que la mobilisation commence ici. Merci d'être debout. Bonne assemblée annuelle. Merci. Bravo.
te laisse avec la poire. Debout!